peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant votre smartphone. Je vais tirer au sort, hein, et là ce sera mon magnifique caméraman que je paye 2 centimes par jour qui va me dire d'arrêter. Et ce sera l'endroit de la prochaine vidéo. Alors cette fois ce sera dans l'est justement de Paris. D'accord, super. Allez, 3, 2, 1. Stop. Et ben on est à Riquet. Riquet, voilà. Riquet sur le métro 7, d'accord. Voilà. Et bien écoute, on se retrouve prochainement. Non, ce sera pas la prochaine vidéo. Pas la prochaine vidéo. Parce que j'ai d'autres vidéos déjà décrites, mais ouais, ce sera dans une prochaine vidéo que je tournerai avec mon magnifique cadreur sous-payé. Et bien à bientôt à la station de Riquet. Le moment est venu. Riquet est une station de la ligne 7 située au nord de Paris, faisant partie du premier tronçon de celle-ci. Son histoire est donc liée à celle de la branche. Mais dans ce cas-là, c'est assez rare, j'ai réussi à retrouver une photo publiée dans un journal en janvier 1910 des travaux de cette station, témoignant des techniques de chantier à l'époque où la technologie était très limitée. De plus, les travaux ont été particulièrement difficiles car réalisés sous une rue étroite. Gardez bien cette information en tête car ça va nous servir plus tard. Malgré des travaux acharnés, la station ne sera même pas prête le jour de l'inauguration de la ligne 7, mais seulement le lendemain, le 6 novembre 1910. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois bien que c'est un cas unique sur le réseau parisien. Un an plus tard, une branche est adjointe à la ligne 7 vers le Pré-Saint-Gervais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Riquet faisait partie de la branche nord la plus fréquentée. Ce déséquilibre de fréquentation va durer pendant presque 70 ans, jusqu'en 1967, date à laquelle la branche vers Pré-Saint-Gervais est débranchée pour en faire une ligne indépendante. Riquet est donc désormais desservie par 100% des trains de la ligne 7. À mon avis, la fréquentation a dû augmenter à ce moment-là. De plus, c'est dans les années 70 que le quartier va plus ou moins changer de physionomie avec la démolition des anciens bâtiments vétustes et la construction de nouveaux immeubles davantage en hauteur. Avançons maintenant un peu dans le temps. On est en 1981, la station est rénovée au style Andremotte. Les couloirs sont également rénovés au style très en vogue à l'époque. Une œuvre de Hervé Mathieu Bachelot est ajoutée à ce moment-là, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Une modernisation complète qui ne restera malheureusement pas bien longtemps. En effet, les plaques nominatives de la station sont changées et les couloirs retrouvent leur style d'origine lors d'une rénovation en novembre 2006. C'est tout pour l'histoire, on passe maintenant au quai. Pour la première spécificité qui se démarque, il faut d'abord que je vous dise un truc. Lors de la rénovation de la station au style Andremotte en 1981, un code couleur a été ajouté sur à peu près tous les éléments de la station qui peuvent l'arborer. Les sièges et les bandeaux d'éclairage ont été peints en rouge. Cette unicité est restée pendant assez longtemps, mais au milieu des années 2010, les sièges ont été repeints en bleu, perdant cette unicité, mais bon, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. J'ai quand même trouvé un truc assez amusant. Jusqu'en 2019, malgré la présence d'une majorité de sièges bleus, quelques intrus rouges subsistaient. Restriction budgétaire. Les murs de la station possèdent également une petite spécificité. L'inclinaison est légèrement différente pour la simple et bonne raison que la voûte est légèrement plus haute. Ça se voit notamment aux espèces de tuyaux qu'il y a en haut, qui sont légèrement plus hauts que dans d'autres stations qui ont été décorées au style Andremotte. Et justement, si la voûte a été construite plus haute, c'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la rue de Flandre était très étroite à l'époque. Il a donc fallu construire la station sous des immeubles. Il fallait donc mieux supporter ses fondations. De chaque côté, le quai possède au niveau du milieu une partie qui mange un peu sur le côté des quais, réduisant l'espace disponible aux voyageurs. De toute manière, dans sa globalité, les quais sont plus étroits, tout simplement parce que la station est plus étroite, encore une fois pour éviter les fondations de l'immeuble situé juste au-dessus.
Et pour finir, quelques infos en vrac. Il y a une affiche qui raconte l'histoire du style Andremotte, mais avec des dates qui sont complètement fausses, comme à Place d'Italie, quoi. Dans toutes les stations de la ligne 7, si aujourd'hui la station est équipée de Paname, il y a encore quelques mois, des anciennes générations de panneaux ciel subsistaient. La ligne 7 fait partie des lignes les plus récemment équipées de ce système. Les seules lignes qui ne sont pas encore équipées totalement de Paname sont les lignes 7 bis et 13. Bon, alors comme il n'y a rien d'autre à dire de spécial sur la station Riquet, on va faire des analyses de publicité comme Mister JD. Bon alors, en premier, cette pub, les journées portes ouvertes, ce genre d'endroit où tu peux repartir avec 40 stylos mais zéro idée de job, ni chez Academia, c'est différent. Pourquoi j'en doute? Et ça... Oh, t'as fait le Cintiq 7. Ta gueule. Et ça... j'ai même pas envie de commenter, c'est trop triste. Je tiens à préciser que j'ai également trouvé cette pub à d'autres endroits dans la station. Alors maintenant, cette pub, pour Bouygues, zapper la DSL et passer à la fibre. Putain, mais on est à Paris. Qui n'a pas la fibre en 2026? Personne. Encore le Wi-Fi 6, ça je veux bien, c'est un flex, parce qu'il y en a encore qui ont des Wi-Fi un peu inférieurs. 180 chaînes télé. Genre, qui flex sur le nombre de chaînes de télé qu'il a en 2026? Je pense que cette pub a un peu de retard. Alors là, c'est une pub Sport 2000 avec un mec qui fait... Je sais pas ce qu'il fait, hein. Il fait du patin à glace, de la glissade sur une rampe. Ce gars, peut-être qu'il devrait rejoindre Joris, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et à tous ceux qui me diront que c'est hors sujet, les pubs font partie du métro, et ça, c'est quand même plus ou moins le sujet de la chaîne. Repassons à du sérieux. Parlons des issues. À l'origine, lorsque cette station a été construite, il n'y avait qu'une seule issue située juste là-bas. La station ne respectait pas les normes de l'incendie de Couronne en 1903. Allez voir ma vidéo ici. Oh, vas-y, ta gueule, ta gueule. Mais cela est terminé depuis les années 70. En effet, une autre issue a été construite uniquement sur le quai de la Courneuve et qui débouche ici, à l'angle entre l'avenue de Flandre et le passage de Flandre. Chose quand même importante à noter, ce couloir est réservé aux usagers sortants. On notera d'ailleurs les escalators qui sont vraiment étroits. Je pense honnêtement que ce couloir n'a pas été conçu pour beaucoup de monde. Mais l'accès principal, c'est celui-ci. Il possède plusieurs trucs assez insolites, notamment un très vieux logo métro situé juste au-dessus. Mais la plus grosse particularité, c'est qu'il a été érigé au pied d'un immeuble qui, de toute évidence, a été construit exactement en même temps que cette station. Alors ça c'est ce que je pensais au moment du tournage, mais finalement je me demande si l'immeuble n'a pas été construit quelques années avant la construction de la station. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la raison pour laquelle la station a été construite sous des immeubles, c'était car la rue de Flandre était à l'époque trop étroite. Et justement, je pense très honnêtement que si l'immeuble avait été construit en même temps, les contraintes techniques n'auraient pas été aussi présentes. Aujourd'hui, les couloirs ne possèdent plus vraiment de spécificités intéressantes, mais par contre, c'est assez amusant car c'est vraiment un pur labyrinthe. Genre là, il y a les guichets, enfin il y a les tourniquets, mais ils ont préféré, pour sortir, faire un énorme détour. Franchement, ils auraient juste peut-être pu élargir cet endroit, quoi, ça aurait suffi peut-être. Très honnêtement, même si ça fait déjà 4 fois que j'en parle, je pense que le fait que la station ait été construite sous un immeuble déjà construit est la raison pour laquelle les couloirs font autant de détours. Probablement pour éviter les fondations. L'avenue de Flandre possède une histoire assez marrante, car à la base, ce n'était pas une avenue, mais juste ici, la rue de Flandre. Cependant, dans les années 80, plusieurs habitations assez vétustes ont été détruites juste ici, pour permettre d'ajouter une deuxième route et de transformer la rue de Flandre en l'avenue de Flandre. Une partie, cependant, a été réservée aux piétons juste au milieu et porte le nom des allées Jacques Brel. Bon, je vais en parler de manière concise, mais en gros, Jacques Brel était un parolier et un chanteur belge qui est né le 8 avril 1929. Il a connu un grand succès dans la chanson de la fin des années 50 à la fin des années 60 et également un succès dans le cinéma au début des années 70. Il poussera malheureusement son dernier souffle le 9 octobre 1978 en France à cause d'une maladie. L'allée centrale de l'avenue de Flandre a été renommée en son honneur en 2019.
Les alentours de la station sont composés d'un nombre assez conséquent d'immeubles HLM qui ont été construits dans les années 60, 70 et 80, au moment où d'anciens immeubles vétustes ont été détruits. En marchant à quelques centaines de mètres à l'est de la station, on peut tomber justement sur un pont qui passe au-dessus des voies de la gare de l'Est. C'est également ici qu'il y a eu, le 30 mai 1985, un commando de 5 malfaiteurs qui a pris d'assaut un convoi de transport de fonds. Autant dire que ce n'est pas rien, cette attaque a quand même fait 3 morts. Et si on marche quelques dizaines de mètres à l'ouest de la station, on peut tomber sur le bassin de la Villette. Waouh! Il est temps maintenant de retourner devant la station pour présenter les chiffres. En 2023, la station de métro Riquet a accueilli 1 719 798 voyageurs. Bon bah voilà, hein, c'est bon Maléfix, je l'ai fait, la station Riquet. En tout cas, vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager à tous vos amis, que ce soit sur Facebook, sur Telegram, moi, je vais rentrer chez moi pour faire le montage de la prochaine vidéo en prenant la ligne 2. C'est parti! Alors la station Riquet possède quelque chose de chelou. Alors vous voyez, dernièrement, ils ont, en plus des poubelles déjà existantes dans les stations, ils en ont ajouté une deuxième pour pouvoir trier des déchets. Mais là, c'est 2 en 1 à Riquet. J'ai jamais vu ça, hein. Je sais pas si en fait c'est très commun et que je suis juste complètement déconnecté du monde du métro parisien. Mais je vous jure que j'ai jamais vu ça. C'est très optimisé. Surtout que il y a quelques mois, j'étais allé faire un tournage avec Baptiste, j'attendais à Michel-Ange Auteuil, il y a un mec, il a vidé les poubelles, tu vois, vous voyez, il vidait les poubelles, il a mis tout dans la même poubelle, ça sert à quoi? Trier maintenant.